nous allons poursuivre et conclure cette journée d'études avec une présentation, vous allez le voir, qui a une parenté évidente avec la précédente, où il y a des questions communes, certaines pistes communes dans des territoires qui, eux, sont différents. Donc, notre présentation s'intitule « De nouveaux usages du numérique dans les EHPAD au temps du Covid, point d'interrogation, incursion dans des établissements des Alpes-Maritimes ». Donc, l'étude modeste dont nous allons vous présenter quelques résultats va être d'abord contextualisée d'une manière très située, puis d'une façon plus générale. Alors, des éléments de contexte de réalisation de cette étude, nous avons été sollicités au printemps 2020 maintenant par l'Observatoire Othesia, donc Observatoire des impacts technologiques, économiques et sociétaux de l'intelligence artificielle, avec cette idée que l'intelligence artificielle était déjà dans les EHPAD, ce qui nous a paru un petit peu de la science-fiction, et en tout cas irréaliste du point de vue des technologies actuellement en place dans les EHPAD. Donc, nous nous sommes saisis toutefois de cette demande, mais pour étudier des usages et des appropriations plus contemporaines. Un groupe de travail dont appartient Frédéric Pratt aussi, qui est ici présent, a été constitué avec un autre médecin du CHU, Jean-Marc Béréder, un chercheur de l'INRA. Et nous avons entamé un dialogue avec le conseil départemental qui participe aussi à Othesia. Et petit à petit, nous nous sommes entendus sur une problématisation, du moins un angle qui nous paraissait plus réaliste, à savoir l'appropriation, l'accueil, la réception des tablettes qui avaient été distribuées par le conseil départemental à la faveur de la crise du Covid. Et donc, nous avons mis en place un stage de M2 dans le cadre du master CESUN dont je m'occupe, chargé d'études sociologiques et usage du numérique, avec une étudiante qui n'a pas pu être là aujourd'hui, Élodie Debé. Alors, pour ce qui est du contexte plus général, je vais vite. Comme vous le savez, les EHPAD ont été extrêmement affectés par les premiers temps et même après de la pandémie. Les chiffres de l'adresse de juillet 2021 sont édifiants. En 2020, les 3/4 des EHPAD ont eu au moins un résident infecté et un établissement sur 5 a connu un épisode dit critique, au cours duquel au moins 10 résidents ou 10% de l'ensemble des résidents sont décédés. Au total, donc à l'époque de la réalisation de cette étude, 38% de l'ensemble des résidents ont été contaminés et 5% sont décédés, soit 29 300 décès. Cela, donc sans parler des professionnels en grande difficulté, du fait notamment de la pénurie de masques en début de crise, cela a suscité un regard assez bienveillant, un élan d'empathie à l'échelle de la société, dans les médias, pour les EHPAD et pour ces résidents fragiles et très âgés, qui étaient les premières victimes donc de la Covid-19. Les EHPAD ont été mis sous le feu des projecteurs médiatiques d'une manière assez positive, entre guillemets, alors qu'ils constituent habituellement et usuellement ce que j'ai appelé un espace social occulté, plutôt montré négativement, notamment au travers des problèmes de maltraitance. Dans le contexte, et ça a joué aussi sur la réalisation de notre étude, à l'encaissement de l'épidémie a succédé tout le travail d'organisation pour la vaccination, ce qui n'a pas été une mince affaire et ce qui a amenuisé la disponibilité des EHPAD pendant cette période. Pour finir ces éléments de contexte, dans le regard comment dire, un petit peu sociétal posé sur les EHPAD, on est revenu à la normale d'une certaine façon, j'ai envie de dire, puisque eh bien, à la médiatisation notamment du rapport des petits frères des pauvres sur l'isolement social, etc., a succédé une grande circulation du rapport de la Défenseure des droits qui constatait et déplorait une clôture accrue des EHPAD, y compris après le premier confinement. Alors, comme vous l'avez compris, on est parti dans cette étude d'une question très concrète qui relevait plutôt d'une démarche qu'on va qualifier de recherche-intervention.
qui avait été initiée donc, par le conseil départemental. Et très vite, alors de la même manière, c'est ce que nous disait aussi Christophe et, et Célia, en commençant l'enquête, en fait, on s'est aperçu qu'on ne pouvait pas se limiter à ce spectre, hein, qui était juste une sorte d'évaluation finalement de la diffusion. Et à travers notre enquête sur le terrain et un questionnaire plus quantitatif dont on parlera tout à l'heure, on a été amené à élargir, hein, notre périmètre initial. Donc, on a souhaité rester en fait sur le moment de la crise sanitaire, mais on s'en est servi plutôt comme un moment initiateur de réflexion, hein, et de prise de recul, de bilan aussi par les EHPAD. On parle aussi de réflexivité sur leurs usages, hein, de technologies numériques, alors à la fois dans leur routine professionnelle et les interactions entre les résidents et entre les résidents et le monde extérieur. On en reparlera à travers cette notion justement de lien social. Alors, on a évidemment regardé ce qui existait dans nos littératures respectives, puisque bah, moi, je suis plutôt située en management des systèmes d'information. Donc, il y a une tradition historique, hein, sur les modèles plutôt d'acceptabilité en fait, des usages numériques. Mais très rapidement, en fait, dans ma discipline, je laisserai la parole à Gérald après sur la partie sociologie. Je me suis aperçue en fait que l'état de l'art avait bah, deux problèmes. C'est-à-dire que le premier, les travaux qui portent sur les usages du numérique en management sont plutôt des questions de systèmes d'information organisationnels ou interorganisationnels et sont rarement étudiés en fait sous le prisme d'un usager en dehors de son contexte de travail ou de sa situation de travail. Donc ça, c'était le premier problème que j'ai eu. Et ensuite, d'un point de vue, on va dire, plus empirique, évidemment, en management, bah, les usagers ont toutes leurs capacités cognitives, a priori, hein, parce qu'on est plutôt sur des situations de travail. Et on est moins souvent, en tout cas, sur des questions sociétales. Et on le voit, hein, dans cette citation en anglais, hein, que bah, finalement, les modèles d'ailleurs traditionnels de l'acceptabilité technologique excluent l'analyse de domaines hors entreprise. C'est-à-dire quand on regarde les questions de vieillissement, c'est essentiellement des mots-clés qui renvoient à senior level executives. Donc, c'est des questions de génération, mais au sein d'une organisation. Ce qui explique aussi que l'EHPAD et son contexte organisationnel ne constituent pas un terrain très exploité. Malgré tout, je pense que cet objet d'étude mérite vraiment d'être approfondi pour aller dans un sens de perspective plus critique, d'où la collaboration avec la sociologie aussi, hein, qui va questionner, on en a parlé tout à l'heure, hein, le fait que la technologie est forcément souhaitable et donc que le non-usage est un signe de défaillance. C'est ça qui est un petit peu montré en management des systèmes d'information. Donc on est face, ça c'est la deuxième raison, hein, vraiment un intérêt renouvelé et je pensais que c'était le bon moment aussi pour réinitier des travaux dans ce champ en management des systèmes d'information, en ce temps de crise, hein, qui sont à la fois sur l'organisation du travail que par les rapports usagers et les informations entrantes et sortantes. Alors là, vous voyez au tableau bah, une image extraite en fait d'un article qui est assez représentatif aussi des travaux en management des systèmes d'information, où on voit que les rares études qui existent sont assez technocentrées. Finalement, hein, Pearl parlait aussi beaucoup des fournisseurs de solutions. Donc, on a ça, hein, c'est-à-dire l'hypothèse d'un usage assez autonome du numérique. On le voit sur cette photo avec un outil de réalité augmentée qui est censé justement favoriser le lien social en temps de crise. Et donc, on voulait voir sur le terrain la manière dont ce type d'outil pouvait être opérationnalisable en pratique, vu justement les nouveaux profils des résidents. Et je passe la parole à Gérald justement pour la complémentarité. Merci. Alors, pour poursuivre et pour donner quelques repères en étant sélectif et partial de travaux en sociologie, d'abord, de plus en plus de travaux croisant EHPAD et TIC se réalisent en France et à l'étranger aujourd'hui, à tel point que dans le domaine des Science and Technology Studies, il y a un champ qui émerge et qui s'intitule Aging and Technology. Alors que pendant très longtemps, la littérature sur les EHPAD a porté sur l'institution totale
avec une vision, donc, enfin, en termes de Goffman, une vision foucaldienne de l'EHPAD et une littérature qui portait aussi sur la maltraitance donc des personnels sur les résidents. Donc, une vision assez spécifique, mais qui a été beaucoup privilégiée pendant longtemps. En ce qui concerne donc ce croisement, des questions simples se posent, hein. De quelle technologie faut-il parler? Alors, sans être exhaustif, les technologies en fait qui peuplent les EHPAD sont très nombreuses ou sont potentiellement aussi très, très nombreuses. On pourrait parler des robots compagnons sociaux, des tablettes, des systèmes d'information, bien sûr, qui ont contribué à transformer le travail de manière extrêmement importante, des mobiles, hein, qui sont des technologies sauvages qui pendant longtemps étaient, enfin, en tout cas pendant un certain temps, étaient comment dire, interdites, hein, dans les EHPAD, tant que les téléphones servaient encore à téléphoner. Euh, des technologies aussi pour laver, pour déplacer les résidents, des technologies donc de télémédecine ou de géolocalisation. Donc ça, c'est le premier point. De quelle technologie parle-t-on? Et surtout, pour sortir d'un empirisme radical, comme disait l'autre, et d'une vision parfois trop descriptive, il est important aussi de mettre en évidence des enjeux comme l'attention qu'a travaillé Pearl, comme le lien en fait et l'articulation dans l'action, mais aussi dans les représentations entre cure et care, ou bien entre nous, ce qui nous a beaucoup intéressé, entre le dedans, l'EHPAD, et le dehors. Voilà. Sont-elles toutes indépendantes, hein, aussi les technologies? C'est une question qui se pose, et une donnée de base qui nous a semblé, enfin, c'est un rappel, hein, fondamental en fait pour aborder ce type d'organisation, et on insiste sur ce point, c'est que c'est à la fois un lieu de vie pour les résidents, un lieu de soins et un lieu de travail, et qu'en permanence, finalement, il s'agit de penser ces trois finalités pour comprendre ce qui est en train de se jouer. Un autre point, alors, bon, qui est plus particulier à mes travaux, on observe aussi combien dans ces organisations, moi, ce que j'ai appelé un travail d'innovation, demande, alors c'est pas normatif, mais demande à se mettre en place pour rendre les technologies pour rendre l'appropriation possible ou pas. L'intendance de l'usage aussi, elle est très souvent négligée. Euh, et donc, les technologies ont cette particularité d'arriver en EHPAD souvent sans script, sans prescription, sans usage vraiment comment dessiné, projeté. Et on observe aussi dans les expérimentations et dans la mise en place de ces technologies des difficultés et des dysfonctionnements qui sont à la fois persistants et récurrents, mais que pourtant on retrouve de projet en projet. De quoi je parle, ça a été montré aussi dans le travail de Pearl Moret. D'abord, considérer par exemple l'engagement des médecins libéraux comme acquis, hein, pour faire marcher ces technologies, sans remettre au médecin coordinateur qui n'est pas toujours là. Ne pas anticiper la maintenance en fait de ces appareils avec des acteurs informatiques qui jouent à la fois le rôle d'intégrateur et de fournisseurs de logiciels, d'occulter, ça a été dit avant, les questions de connexion, et des silos en fait de projet en projet, sans penser finalement, sans anticiper, mais c'est pas un reproche fait aux acteurs, hein, l'interconnexion entre eux. Voilà. Dernier point, qu'on peut tirer un petit peu de la littérature et aussi du contexte actuel, c'est un point de cadrage, une attractivité marchande en fait des EHPAD. C'est des segments marchands, les EHPAD, pour toute une série de prestataires, à commencer par des prestataires technologiques. Et c'est peut-être une des raisons des échecs nombreux qu'on peut observer dans les EHPAD en la matière, des dynamiques en fait d'appropriation et de diffusion qui sont la plupart du temps exogènes, avec des choses qui viennent d'en haut ou d'ailleurs, plutôt qu'endogènes. Alors, pour le matériau recueilli, on en vient vraiment à la petite étude qui a été réalisée. Donc, il y a un questionnaire qui a été transmis à tous les EHPAD des Alpes-Maritimes, à savoir 156 au total. 39 ont répondu, soit 25% environ de taux de retour. Donc, 39 questionnaires reçus, ce n'est pas grand-chose, mais ça donne quelques éléments.
J'ai mis le lien en fait du questionnaire Sphinx. On vous diffusera bien sûr la présentation. Ça a été fait en fait en collaboration avec le conseil départemental, au sens où on a proposé et en l'occurrence, ils ont accepté. 15 personnes aussi ont été interrogées sous plusieurs formats et en tout, 6 EHPAD ont été visités. Je ne vais pas occulter, hein, les grosses difficultés qu'on a eues d'accès au terrain. De mémoire d'enquêteur, moi, je n'ai jamais connu ça. Voilà, donc on a renoncé, par exemple, à réaliser des monographies. On est allé là où on a pu aller et par les circuits qu'on a pu mobiliser. Ce qui a été fait aussi par l'étudiante masterante, c'est des observations d'ateliers qui impliquaient ces tablettes, en l'occurrence pas des visioconférences, et elle a réalisé une tournée d'EHPAD dans l'arrière-pays. Alors voilà pour les entretiens qui ont été conduits, voilà, à titre indicatif. Je voudrais juste vous donner quelques résultats en fait, hein, de ce retour de questionnaire. D'abord, qui a répondu? Donc, ceux qui ont répondu en majorité, donc c'est important de le dire, hein, c'est à 70% des directeurs et des directrices d'EHPAD. 29%, c'était qui? Eh bien, c'était des responsables qualité, responsables animation, psychologues, une secrétaire, cadre socio-éducatif, responsable du service animation aussi, et 2 psychologues. Voilà. Deuxième élément, votre structure est située géographiquement où? Bon, 66% des répondants étaient dans une zone urbaine, ce qui est une surreprésentation en fait par rapport aux EHPAD du département. Même chose en fait pour ce qui concerne la structure. 43% d'EHPAD privés, c'est plus en fait dans le département, c'est environ 60% de mémoire. Est-ce qu'ils ont répondu à un appel Innovation Smart Deal donc, qui portait sur l'innovation technologique? Donc là, il n'y avait pas de surreprésentation, donc non à 56%, donc on n'a pas 80% déjà, comment dire, sensibilisés à ces questions-là. Et donc, voilà les éléments pour ce qui concerne la structure d'accueil. Alors, ça, c'est intéressant parce qu'on a été, comment dire, un peu taquin dans notre manière de poser les questions. Donc, vous allez comprendre. Les résidents de votre EHPAD ont-ils été autorisés à recevoir des visites de la part des personnes extérieures depuis la fin du premier confinement? Donc là, oui, entre le premier et le second confinement, 23%. Oui, depuis le premier confinement, 77%. Donc, on est sur du déclaratif. Mais quand même, c'est intéressant par rapport au rapport de la défenseure des droits. Alors, là où on a été taquin, vous allez le comprendre, pour pallier ce manque de contact entre vos résidents et l'extérieur, avez-vous reçu des tablettes numériques? Oui, durant la période estivale, juin-septembre, 23%. Nous en disposions déjà avant la crise, 6%. Oui, lors du premier confinement en mars 2020. Alors là où le bas blesse, si je puis dire, c'est que en fait, les tablettes du conseil départemental ont été reçues en fin mai 2020. Voilà. Donc, dans la représentation finalement des répondants, ces tablettes avaient été reçues au début de la crise sanitaire et durant le premier confinement. Donc, c'est intéressant de voir comment ils relient finalement les deux phénomènes. Alors, voilà, on les a un petit peu piégés d'une certaine façon, mais on voulait un petit peu tester ça. Est-ce qu'ils étaient conscients finalement du moment où ça avait été reçu pour ensuite penser au circuit de diffusion? Si oui, à quelle fréquence ont-elles été utilisées dans votre établissement par et pour vos résidents lorsque l'EHPAD ne recevait pas de visite? Donc là, on a une déclaration d'un usage quotidien à 69%, ce qui est quand même assez élevé. Et donc, depuis la fin du premier confinement, avez-vous continué à utiliser ces tablettes? À quelle fréquence ont-elles été utilisées dans votre établissement pour vos résidents? Et donc là, on passe avec quasiment le même chiffre à un usage hebdomadaire. Avez-vous rencontré des difficultés d'utilisation d'appareils numériques suite à des problèmes de qualité de connexion? Voilà, donc là, on aurait pu s'attendre à plus, mais on a quand même un chiffre assez significatif, 34%. Je poursuis. Si vous considérez qu'un accompagnement supplémentaire au numérique est nécessaire, de quelle nature serait-il?
Donc là, voilà, la réponse est assez massive, hein, sur un personnel dédié, un formateur aussi. Voilà. Donc là, on va passer, comme on a pris un peu de retard, aux résultats de l'analyse qualitative. Alors, cette enquête quantitative, elle n'a pas été, selon nous, suffisante en fait, pour voir en profondeur d'autres thématiques. Donc, on a fait des entretiens, des observations, et souvent avec des EHPAD qui n'ont pas fait partie des répondants du questionnaire également, parce qu'on a réussi à entrer dans ces EHPAD de manière un petit peu différente. Donc, les résultats issus de notre analyse qualitative, ils sont au nombre de 4, et vous verrez, Christophe et Célia, ça se rapporte beaucoup au vôtre de résultats, donc on ne va pas trop s'attarder. Alors, le premier résultat a vraiment trait en fait à l'appropriation et au type d'usager de ces tablettes, ce qui n'était pas tout à fait clair quand on a commencé notre enquête, parce que les tablettes ne sont pas arrivées avec un guide d'utilisation, c'est-à-dire à qui elles sont adressées, quel type d'appli vous pouvez mettre dessus. Qu'est-ce qu'on appelle par justement professionnels de seconde ligne? Donc, ces premiers usagers en fait, qui se sont appropriés les tablettes sont voilà, des animateurs, des art-thérapeutes, des psychologues. Et on les a qualifiés de seconde ligne et non pas de périphérique ou de seconde zone, justement pour les raisons qui ont été citées dans la présentation précédente, hein, et aussi dans ce rapport au corps, enfin au care et au cure. Donc pour nous, la première ligne, c'était vraiment les aides-soignantes, les infirmières, le médecin coordinateur. Et cette seconde ligne, hein, avait pour mission plutôt d'entretenir et de continuer l'entretien du lien social avec du soin et ce travail aussi sur l'autonomie, mais une autre forme de soin finalement qui était un petit peu moins explicitée au départ. Donc sur cette slide, on peut voir justement la citation. Alors là aussi, hein, ça vient compléter en fait ce que vous avez dit tout à l'heure sur la difficulté en fait de l'usage de ces tablettes par des animateurs. Donc il y a plusieurs choses, hein. La première, c'est lié au profil justement des résidents. Donc, ce que nous dit cette citation, c'est finalement, c'est les mêmes familles qui demandent souvent et régulièrement des appels. Ça rassure la famille de voir le parent. Donc, il y a aussi ce côté contrôle qu'il va bien par l'image. Donc, on voit bien là une forme de lien social qui est un peu dénaturé, parce que c'est surtout la famille qui va vérifier en fait comment va le parent. Et on rencontre les mêmes difficultés que vous avez soulevées, hein, c'est-à-dire que finalement, le résident n'a pas les capacités de répondre correctement, il entend mal, donc un dispositif qui n'est pas véritablement adapté à l'usager, et avec une conclusion de l'animateur, hein, qui nous dit c'est usant. C'est-à-dire que finalement, ça rend difficile. Alors, on a eu dans les entretiens, notamment un animateur qui nous a parlé d'une opportunité, hein, parce qu'il nous a dit heureusement qu'on avait la petite jeune, Pat, donc qui était là un peu en tant que stagiaire. Elle est arrivée en 2 secondes, elle a paramétré tout ça. Après, il a fallu mettre 4 ou 5 applications pour s'adapter aux familles. Donc, on voit qu'il y a du personnel supplémentaire en fait, qui arrive, qui va même au-delà de la seconde ligne. Ce qui nous a intéressé aussi, c'est qu'au-delà du lien social, on a identifié des usages qui étaient autres que communicationnels, donc notamment des applis liées justement à des exercices de mémoire, à des exercices à trous, des textes chantants, etc. Avec une appropriation du coup qui sert plutôt de support à des activités professionnelles qui sont les activités d'animation. Donc, on est sur des formes de lien social qui ne sont pas tellement de l'intérieur vers l'extérieur, mais plutôt entretenir des activités. Et donc là, on nous montre, hein, tout l'intérêt de l'animation. Finalement, ce qu'il se passe dans le groupe qui est intéressant, c'est l'animation. Et donc, on va se servir de l'activité pour construire quelque chose entre nous. Donc, sur ces questions-là, ce qui est intéressant aussi, c'est que on est finalement dans un contexte, hein, où on a des capacités en termes d'autonomie qui sont très hétérogènes. Et donc là, c'est l'extrait d'un compte-rendu ethnographique justement d'Élodie, hein, qui nous a
retranscrit finalement ce compte-rendu. Et au-delà des problématiques de Wi-Fi, ce qu'on voit avec ce type de jeux qui sont aussi considérés par des animateurs comme des activités flash, c'est-à-dire assez rapides où on peut passer, la limite finalement de ce type de jeu, notamment pour le lien social, hein, puisqu'on peut en tirer plusieurs éléments de ce compte-rendu. Un, l'activité est relativement longue, c'est-à-dire que finalement 45 minutes. Dans ces 45 minutes d'activité, il y a énormément de mise en place en fait. C'est-à-dire que l'activité en soi est très réduite. Ça reste difficile de la gérer dans un groupe avec des capacités cognitives hétérogènes. Donc, Élodie a fait partie, en fait, elle s'est mise dans la peau d'un animateur et elles étaient quand même 3, finalement 2 puis 3 sur un groupe de 6-7. Et la difficulté, évidemment, pour les résidents de manipuler la dimension tactile de la tablette. Et finalement, ce qui nous a été dit, c'est que des fois, ces activités flash, elles allaient un peu à l'encontre du projet en fait sur la mémoire longue des résidents, qui seraient des projets de plus long terme, puisqu'une fois qu'on arrête l'activité flash, finalement, on n'a pas trop créé de lien social. Et puis surtout, une fois qu'on la réouvre la semaine suivante, il n'y a pas véritablement de continuité. Donc, c'est des applications qui sont pensées, mais voilà, qui ont aussi leurs limites. Donc une manière de revenir sur cette question, ça a été que les animateurs ont trouvé des moyens de télécharger des applis. Et là, on voit directement le fait que l'usager ciblé, c'est un animateur et pas l'usager, puisque Weavy est une application qui nous a été citée comme un jeu inclusif pour les personnes âgées. Et cette application, elle a aussi une grosse utilité, c'est qu'on peut la mettre en place hors connexion. Donc ça aussi, ça nous a été dit, c'est-à-dire on n'a pas de Wi-Fi dans les chambres, dans le salon, mais on peut la télécharger et finalement l'activer en dehors de la zone Wi-Fi, ce qui a pu faciliter finalement les perspectives d'animation. Le deuxième résultat, merci, dont on voulait vous parler, nous étions partis avec ces tablettes distribuées par le conseil départemental, 400 au total, avec des clés 4G, dans tous les établissements, au-delà même des EHPAD, en mai 2020. Et sur le terrain, finalement, ce qu'on a pu voir, c'est une profusion de tablettes. Ces tablettes pouvaient en cacher d'autres, voire même entraîner des confusions avec des tablettes préexistantes et avec des usages qui n'étaient pas les mêmes. Donc, voilà, il y a des tablettes tout simplement qui ont été acquises préalablement au don du conseil départemental. Donc là, une art thérapeute nous raconte, voilà, j'ai une autre tablette justement qui me sert pour faire mes vidéos, je fais mes photos et que j'envoie sur Familéo. Donc Lise va en dire 2 mots après. Et on essaye de distinguer vraiment chaque usage pour chaque tablette différente, parce que si on en perd une, vous voyez ce que je veux dire, ça peut arriver, j'espère pas. Voilà. Donc, intéressant de voir comment cet art thérapeute jongle avec différentes tablettes qui affectent des usages différents dans une sorte de compartimentation donc assez nette, en tout cas dans son propos. Cette profusion peut même aller jusqu'à une confusion, c'est-à-dire que ces tablettes, comme vous le savez, elles étaient prévues, planifiées. Le script était de l'utiliser avec les familles. Et là, on nous dit, voilà, pour le côté soins, aujourd'hui, on a un ordinateur, enfin un logiciel qui s'appelle Titan. Donc, Titan, NetSoins, c'est des logiciels métiers. Les infirmières, elles, travaillent sur des tablettes. Voilà, donc il y a cette espèce d'amalgame voilà, qu'on retrouve aussi dans cette citation. Une partie de tablette va être utilisée sur des saisies d'informations. Les tablettes peuvent servir à plein de choses. Donc, quand le sujet est évoqué de manière ouverte, pas que pour faire des visioconférences, qu'on ne perde pas les informations qui sont nécessaires. Donc là, on parle de traçabilité. Avec un argument là, de projection dans l'usage, parce qu'elles, donc, elle parle des personnels de première ligne de soins, ne peuvent pas faire l'aller-retour du lit du résident à l'ordinateur. Elles ont soit en tête, soit un papier. Donc, on oublie. Voilà. Donc,
il y a une confusion finalement de toutes ces tablettes. Un point, donc ça aussi, ça avait été, vous l'aviez suggéré dans votre présentation, ben, il y a une autre mini tablette en fin de compte, c'est le téléphone portable hein, qui longtemps, hein, comme je disais tout à l'heure, en tout cas un certain temps, a été interdit dans les EHPAD, mais maintenant qu'il ne sert plus à téléphoner, ben, il est davantage le bienvenu. Il a été utilisé pour réaliser des FaceTime avec l'application WhatsApp durant la crise. Et un autre point qui nous a intéressé aussi, ça c'est un animateur qui parle dans le cadre d'un usage remémoriel ou de voyage. Donc, il nous raconte qu'il utilise Google Earth, qui voyage, en fait, qui sort de l'EHPAD. Hein. Il y a vraiment cette dialectique entre le dehors et le dedans. Pour voir, par exemple, des lieux qui étaient familiers, des commerces, pour retrouver son appartement, etc. Donc, le téléphone portable, sans servir finalement de médiation, comment dire, par le biais de l'écran, sert au travail finalement de l'animateur, et c'est seulement lui qui va se servir de l'écran pour poursuivre son animation. Bon, là aussi, hein, donc, ce travail de déconstruction, là, on l'a commencé du lien social en mettant ici des guillemets. Et on a vu bien évidemment qu'il n'était pas unidirectionnel et que même il y avait une espèce d'hypocrisie ou de risque ou de travers à le penser comme tel. Unidirectionnel, qu'est-ce que j'entends par là? Entre simplement les résidents et leurs familles. Et en l'occurrence, souvent, c'est pensé comme ça. Il y a une plus grande complexité. Donc, un exemple qui nous avait été donné, hein, c'est les tablettes qui sont utilisées entre les résidents eux-mêmes. Donc, le lien social ou ce qui leur fait du bien dans le rapport à l'autre, ça ne passe pas nécessairement par ce rapport aux familles qui est souvent très complexe, qui est parfois inexistant. Et le lien social, il est aussi à penser à l'intérieur des établissements. Donc, il y a cet exemple-là qui nous avait été donné dans un autre contexte. Alors, pour terminer sur le dernier résultat avant de conclure, hein, on a aussi identifié une offre de service qui va au-delà en fait, du support tablette. Donc, ça reste une offre de service numérique, mais qui n'est pas forcément pensée sous la forme de tablette et qui va donc un petit peu à l'encontre hein, du solutionnisme technologique. Donc, on en a fait ressortir deux dans nos entretiens qui sont apparus. Hein. Donc, la première solution, c'est une solution locale, hein, puisqu'elle a été conçue à Sophia Antipolis, qui s'appelle Emotivi. Alors, je sais qu'elle a été notamment mise en place au CHPG à Monaco. C'est un boîtier connecté à la télé, en fait, qui est accompagné d'une caméra. Donc, l'idée, en fait, c'est de déplacer la charge de l'usage vers les professionnels hein, qui ont conçu la solution, puisque le résident va profiter finalement de ce déport et ne rencontre pas a priori de problème d'usage. C'est-à-dire qu'il va juste regarder la télé, il va appuyer sur un bouton que vous voyez en dessous et se connecter directement aux proches. Donc, il n'y a pas de problématique finalement de maîtrise hein, de l'objet informatique et a priori pas de mobilisation d'un personnel de santé ou d'un animateur. Et donc, ce qui pourrait aussi faciliter le lien social vers l'extérieur. Le deuxième exemple, en termes de service hein, qui n'est pas forcément sous la forme d'une tablette. Donc là, c'est des extraits d'entretiens qui ont été faits à la fois avec une directrice d'un EHPAD, et on a oublié d'anonymiser d'ailleurs, et en entretien avec une utilisatrice de Familéo, donc plutôt côté famille, on a vraiment les deux perspectives. Et donc, ils nous disent que finalement, c'est comme un journal, hein, c'est quelque chose qui fonctionne très bien au niveau des résidents parce que c'est les actualités de la famille, ça crée une forme de lien sans enlever, enfin, sans avoir le côté usant dont on a parlé tout à l'heure sur le moment, les blancs pendant la visio, le fait qu'on a du mal à entendre, etc.
Et ça permet finalement de partager des photos de toute la famille. Et donc, vous le voyez aussi du côté de la petite fille. Là, c'est un entretien avec une utilisatrice qui nous dit bah, c'est hyper ergonomique. Même pour nous, quand on n'a pas le temps pour mamie, bah, on met plein de photos et ça se fait assez rapidement. Il n'y a pas d'oubli possible parce qu'on a des rappels de cette gazette. Ma grand-mère est contente. Les photos, c'est top. Ça permet de créer du lien. Donc, on voit que les solutions ne sont pas en fait restreintes de manière exclusive aux tablettes et qu'on peut aller aussi au-delà. Donc, pour conclure, nos résultats, qu'est-ce qu'ils montrent? En résonance avec la revue de la littérature qu'on a initiée au début, finalement, on se situe dans une perspective dans laquelle la technologie, on l'a vu, n'est pas systématiquement là pour solutionner les problématiques du lien social. Il n'y a pas cette exclusivité. Donc, on rejoint finalement un petit peu la réflexivité, la remise en cause de cette perspective de solutionnisme technologique. Très souvent, on a cette perception aussi que les EHPAD sont des organisations qui sont très en retard en matière de TIC ou de transformation justement numérique. Mais on peut se poser aussi la question un petit peu différemment, c'est finalement quelle émergence de nouvelles compétences pourront accueillir, c'est-à-dire à l'envers, c'est-à-dire non pas ils sont en retard en termes de numérique, mais finalement quelle forme de réorganisation on va pouvoir penser pour adapter ces technologies à des usages au niveau de l'organisation. Alors notre présentation, elle s'est aussi posé la question de finalement qu'est-ce qui reste de cette crise sanitaire, alors qui a été aussi abordée tout à l'heure et dans le rôle notamment des animateurs. Et c'est pour ça que dans les perspectives futures, on aimerait vraiment faire en fait un focus sur deux choses, donc sur l'activité d'animation qui n'était pas du tout au départ notre problématique centrale, mais qui nous paraît vraiment très importante en fait pour comprendre l'usage du numérique en EHPAD et on ne l'avait pas forcément en tête au début de notre enquête. Et puis, la deuxième chose, c'est élargir un petit peu notre compréhension du numérique dans les EHPAD à travers les SI métiers. Alors qu'on a juste effleuré là, notamment avec Titan, les différentes solutions technologiques dont on a parlé, pour avoir aussi un petit peu le point de vue des professionnels. Et enfin, donc, on va aussi dans le sens des présentations qui ont été faites aujourd'hui, c'est-à-dire on contribue à cette dialectique un petit peu dedans, dehors. Et il y a, alors on parlait tout à l'heure de Google Earth et de l'usage remémoriel. Dans un des entretiens qui a été fait, finalement, on a cette idée. Alors, ce n'est pas l'extrait qui est au tableau, j'en reparlerai. Mais j'avais posé la question à une art thérapeute, justement, si vous n'aviez pas de budget, pas de limite, quelle solution numérique en fait, vous aimeriez avoir pour vraiment travailler en fait, en lien avec les résidents. Et voilà ce qu'elle répond. On avait pensé une fois, je ne sais pas si vous vous en souvenez, Cécile, on voulait mettre à un moment donné un ordinateur à disposition dans le petit salon où il y a la télévision pour que certains résidents puissent aller faire des recherches sur Google, des choses comme ça. Après, on a vu que ça intéressait personne. Donc, on a quand même un démarrage qui est assez abrupt. Donc, si c'est pour faire un achat comme ça, ce n'est pas intéressant. Et après, justement, quand je lui pose la question d'aller plus loin, elle dit moi, je ferais ça sur un grand écran. Je ferais visionner, en fait, grâce au numérique, des documentaires, du cinéma, des concerts, via, bien sûr, pourquoi pas la tablette ou l'ordinateur sur grand écran. Et ça, je crois qu'ils sont vraiment demandeurs, les résidents, parce que tout ce qui est petit pour eux, ils ont vachement de mal à se concentrer. Et la plupart aussi ont des problèmes de vue qui ne sont pas toujours évidents. Ce n'est pas toujours facile de comprendre, de lire ce qui est écrit. Alors que le support visuel en grand format XXL, ça parle, on peut faire des karaokés, chanter ensemble, etc. etc. Combien de fois ils m'ont demandé de voir des concerts de Sardou, voilà, j'en passe. Et elle rajoute, c'est le côté immersif en fait qui serait intéressant dans une pièce
être dans une pièce complètement, avec une toute petite partie, vous êtes à l'intérieur un peu comme un aquarium et vous avez toutes ces images autour de vous, vous avez l'impression de nager, et cetera. Donc en fait, ce qu'elle décrit, c'est un peu une solution de réalité, virtuelle, un peu augmentée, qui pourrait redonner des sensations. Donc là aussi, on est sur du remémoriel. Alors ça pourrait être sur la base, d'une tablette, hein, mais qui pourrait justement, fournir, alors on n'est plus forcément sur du lien social, là on est sur du lien social entre les résidents, hein, une forme d'animation, qui puisse, être, un petit peu plus, sur le care. Et puis la dernière citation va aussi, dans ce sens, hein, puisque là c'était, l'idée d'un spectacle où finalement les gens pouvaient suivre, le spectacle, hein, pour, à travers, justement, ces tablettes, pour, participer là aussi, à une activité, plus collective. Donc vous voyez qu'on est sur des usages bien différents des activités flash, dont je vous parlais tout à l'heure, qui sont finalement, assez individualisantes. Donc on vous remercie, pour, votre attention. On s'excuse pour la redondance des résultats en fait, de la présentation précédente, mais ce n'était pas coordonné, a priori. Bon, c'est bon signe, ça veut dire que, dans votre région et dans la nôtre, on a quand même, des intuitions qui sont assez proches et donc on est ouvert aux questions. Merci.